Bah, c'est lancé. T'es prêt ? Ouais. C'est bon, je suis prêt. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du Retro Bodybuilding Podcast et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir avec moi le loup de l'Est. Pour les intimes c'est Yarnold, voilà, Yann Maradan, donc très bon ami, un compétiteur, voilà, un bodybuilder exceptionnel. Et justement le but de cette vidéo ça va être d'échanger comme on a fait avec Arzoviak. Si vous vous souvenez pas, allez regarder le premier Retro Bodybuilding Podcast, je vais y arriver, c'est trop long ce nom-là. Pour pouvoir voir le format, de toute façon le but c'est de pouvoir un petit peu, toi Yann, comprendre qu'est-ce qui t'a amené au bodybuilding, quelles notions tu as voilà, actuellement pour ton alimentation, tes entraînements. Voilà. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Bon, de toute façon, la plupart des gens qui nous suivent te connaissent bien évidemment, mais par rapport à voilà, qu'est-ce qui t'a fait venir au bodybuilding? Maintenant, tu as 24 ans, t'es à ta... Bientôt 25. Bientôt 25, ouais. Dans un mois. Oh merde. Ouais. Du coup, t'es à ta 9e année d'entraînement? Ouais, je suis à ma 9e année d'entraînement. Je l'ai fêté là en janvier en fait. Le mec durant tout fête ce mois de ses années janvier. Bah ouais, mais quand même, à un moment donné, ouais, c'est sûr que ça vaut le coup quand même. Du coup, 9 ans, donc t'as commencé à 17? J'ai commencé à 16. 16, oui. Ouais. Les maths, c'est bon. Ok, enfin, donc 16 un ans. mois avant mes 16 ans en fait. Ok, je suis né en février, j'ai commencé janvier 2011. 2011, waouh. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a lancé ce déclic aussi jeune? Parce que c'est relativement jeune, hein. Moi j'ai commencé à 19 ans pour ma part. Pour te lancer là-dedans, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a fait venir à ça? Je dirais que c'est un mélange entre mon entourage, mes potes aussi à l'époque, puis une certaine bonne ambiance en fait. Puis surtout en fait s'inclure dans une sorte de groupe en fait, une sorte de team où en fait on essaye de s'élever l'un l'autre en fait pour essayer de prendre de la masse musculaire qui était un peu la base et puis de vivre ça un peu d'une façon un peu je dirais à l'époque un peu comme on pourrait parler de Ziz. Je suppose que toi ça te parle aussi. Bah moi ça a été l'élément déclenchant et aussi. c'est parce que finalement c'était un petit peu à l'époque voilà, c'était cette époque là. Et puis aussi, on était énormément au début fixés dans le catch. On aimait beaucoup en fait un peu tout ce qui était à l'américaine. Et puis mes potes aussi, ayant plus d'expérience là-dedans, en fait, ils m'ont un peu embarqué là-dedans. Et puis du coup, après finalement, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai pas forcément commencé la muscu par complexe ou autre, parce que j'étais faim, mais j'étais pas non plus anorexique. Ouais. Et puis en fait, avec ça, petit à petit... on s'est entraîné dans un vieux grenier de 20 mètres carrés où il y avait plus de poussière que de poids. Et puis c'était avec une grosse sono, avec quelques miroirs. Et puis c'était vraiment vraiment un délire en fait, hein, de base. Et puis on passait une grande partie de notre journée, nos week-ends, à aller s'entraîner en fait pendant 3 heures à faire je dirais pour ceux qui connaissent des supersets de bras, biceps, triceps, dos, épaules, mais au moins 7 ou 8 supersets dans la séance, ce qui voulait rien dire en fait, mais maintenant je m'en rends compte aussi, mais le volume de travail était hyper conséquent et parce qu'en fait on s'arrêtait jamais en fait, c'est presque comme si on n'était jamais fatigué. Et puis parce qu'on se donnait à fond, notre système nerveux était complètement foutu à la fin parce qu'avec la musique plus la poussière plus les poids, les haltères d'Omios et puis tout le bazar, c'était quand même assez ouais, c'était à la fois en fait un peu de façon assez old school aussi, et puis surtout avec les moyens du bord, mais qui était déjà vraiment, nous on était hyper contents quoi. Après c'était une pièce qui était un grenier qui était pas du tout isolé ou quoi au niveau de l'isolation, et l'hiver, on s'entraînait avec des gants de ski parce qu'il faisait moins 5, moins 10 degrés, parce que c'est sous des tôles. Et puis l'été, il faisait 50 degrés, on claquait au bout du premier réchauffement, quoi, parce qu'on suffoquait, parce qu'il faisait hyper chaud. Et en fait, on s'est entraîné dans des conditions où peut-être la plupart, ils commencent dans une salle de muscu climatisée, toute tranquille, avec les poids, les haltères, les machins. Tu bipes ton entrée au badge. Nous, on montait dans la salle avec une échelle à la mode hardcore. C'était d'aller sonner chez le copain, en fait. Ouais, c'était chez un pote, en fait, c'est ça, ouais, c'est ça. C'était chez un pote et puis il nous laissait la dispo de cette salle et puis on s'entraînait. T'avais un badge? Après, on allait... Non, j'avais pas de badge malheureusement. Ce que je dis, c'était couler une dalle en béton en fait sur le grenier et puis puis on montait à l'échelle, ou même des fois on se faisait la courte échelle pour monter dans ce bordel, et du coup c'était... c'est plein de bons souvenirs, et puis c'est ça aussi je pense qui m'a motivé, surtout de voir aussi qu'en fait vu qu'on s'exterminait à chaque fois,
essentiellement, c'est logique qu'à 16 ans, 10, entre 16 et 20 ans, c'est clair que de toute façon, voilà, on mangeait, on n'était pas forcément précis, on calculait pas forcément tout déjà, on connaissait pas tout, ça c'est clair. Parce que j'ai jamais eu de coach ou de préparateur ou quoi que ce soit en fait, parce que financièrement voilà, j'étais jeune et puis que à la base c'était ma mère qui m'a payé ensuite ma première salle, mon premier abonnement dans une salle de muscu. Un an après, en fait, après ce délire-là, vers 17 ans, j'ai eu mon premier abonnement en salle de muscu. Et moi, il me fallait dans ma tête, après, c'était plutôt un délire de me dire, il faut que je le rentabilise, en fait. Parce que ma mère a investi de l'argent, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et du coup, mon but, c'était vraiment d'y aller fréquemment. Et puis vraiment de pouvoir me dire, qu'elle voie que je rentabilise Ok. ça, quoi. Donc du coup, inscription à la salle après la première année, un peu de training. Oui, voilà, où c'était assez en dents de scie, mais quelque part, tu as développé aussi la passion autour de ça. Ouais, et clairement. ça, c'est des choses que j'ai évoquées à plusieurs reprises. Je suis persuadé que peu importe la théorie, la première étape de base dans le bodybuilding, c'est vraiment d'accrocher et de trouver en fait cette fibre de passion qu'on peut avoir pour ça. Parce qu'à partir de là, quand tu es lancé, c'est parti, quoi. Tu vois, tu te poses pas la question. Et naturellement, tu viens à te renseigner par toi-même, améliorer par toi-même. Pourquoi ? Parce que tu es passionné, que tu as envie de progresser. Donc, excuse-moi. Donc, pour revenir, donc là, tu t'es inscrit en salle du coup vers 17 ans. Du coup, maintenant que ton training a dû être un peu plus, combien de fois tu allais à la salle par semaine ? Comment tu gérais ton entraînement ? J'étais en études, alors j'y allais de toute façon 5 fois par semaine à peu près. Ah oui, d'accord. Entre 4 et 6 fois par semaine, je dirais à peu près. Et puis c'était voilà, les bro splits quoi, au départ, quoi. Ouais. Comme on peut faire, ou bien après on se renseignait un petit peu. Puis avec mes potes aussi, il y en a un qui s'était inscrit en fait, je sais pas si vous connaissez Greg Plitt, qui est décédé il y a pas si longtemps que ça. Et lui, c'était un pro des workouts qui duraient mais hyper longtemps. C'était un gars hyper fonctionnel aussi, hein. Il faisait énormément de cross-training, tout ça. Puis d'ailleurs, il a été considéré, je sais plus en quelle année, mais l'une des 50 personnes les plus considérées comme les plus belles du monde en fait, hein. Ah ouais, il avait vraiment ça. Puis il a fait au moins 150 couvertures de magazines américains, tout ça. Bien sûr, Menel. Voilà, il a aussi participé à quelques films aussi, hein, dans le film Expandable aussi. Il est dans Expandable. Je crois qu'il a fait ça aussi. Mais un petit rôle ou un petit passage, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est Expandable. Mais donc oui, il connaissait Stallone, il connaissait donc personnalité importante. Voilà, personnalité importante. Et puis surtout, il avait un site internet qui fait qu'on pouvait, avec quelques dollars par mois, avoir accès à son site, à ses quelques recettes un peu ouf, quoi, à l'américaine. Et puis surtout, ces styles d'entraînement où c'était des supersets, des biceps dans tous les sens. Il y avait énormément d'intensité dans ces entraînements. C'était vraiment impressionnant. Et puis nous, évidemment, on essayait, c'était pas du tout personnalisé, on essayait de suivre ça, alors que le mec, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il faisait du fitness, quoi. Ouais. Donc après, voilà, disons que heureusement qu'après, on a réfléchi un peu, puis qu'on a tempéré un peu ce qu'on faisait là, parce que je pense qu'au niveau de la récupération, c'est sûr que quand on est jeune comme ça, on peut tout donner. De toute façon, on récupère à un moment donné, parce qu'on est en pleine croissance déjà, puis en plus de ça, en pleine évolution hormonale au niveau testostérone ou autre, hein. Donc du coup pour le coup c'est intéressant, excuse-moi je te coupe, c'est tout ce lien, parce que du coup tu as commencé très tôt. Moi je sais qu'un gros frein, là, comme je t'avais en ai parlé, c'est tout bête, mais c'est que j'avais peur un peu pour ma croissance. Comment tu avais analysé ça ? Est-ce que tu t'étais posé la question ou pas du tout ? Ah oui, non, alors c'est pas moi qui me posais la question, mais c'est surtout les gens autour qui me disaient attention. De toute façon, quand tu fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, les gens sont toujours là de dire, par prudence, attention. Et des fois c'est attention parce qu'ils voient que tu progresses. Et on sait même plus si c'est attention. Tu vas exploser, attention. Écoute, tu vas exploser, arrête-toi, c'est pas beau. Tout ce genre de choses qu'en France c'est très très en vogue. Et alors qu'aux États-Unis on te dirait sûrement continue mec, va à fond, va au bout de ton objectif, va au bout de tes rêves, etc. Ça c'est une autre mentalité. Et disons que voilà, c'est vrai que comment dire, ça m'a pas forcément impacté de me dire oui ma croissance, parce que finalement je veux dire régulièrement quand on allait chez le médecin ou autre, tout allait bien. Oui, j'avais un carnet de santé où ils définissent ta courbe de croissance sur le carnet de santé. J'ai commencé la muscu, je faisais 1m70 parce que j'avais 16 ans.
Et à partir de 20 ans, je suis arrivé à 1m75, 76. Et c'est pas une question de dire oui, j'ai stoppé ma croissance ou quoi. Parce qu'à 16 ans, je faisais pas des squats à 200 kilos. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que c'était adéquat avec ce que je pouvais soulever. Et puis, non, ça sans aucun doute. En fait, c'était juste ça s'est fait de façon naturelle sans aussi. Aucun doute. Et puis une stimulation intelligente, ça reste encore peut-être même excellent pour la croissance, que tu stimules tes hormones aussi. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr qu'on était dans l'abus aussi par rapport à la durée de la séance. Au niveau tendon, tout ça, c'est sûr qu'on aurait pu se flinguer. Mais après, voilà, une certaine élasticité quand même au départ quand t'es jeune. Et puis voilà, tu arrives à récupérer, t'as pas trop conscience de tout. Donc du coup, tu fais ça surtout par plaisir, par passion. Et puis c'est vraiment c'est là où vraiment pour moi ça a été un peu l'âge d'or de ce que j'ai pu vivre, de 16 à 21 ans, c'était relativement l'âge d'or. Après, à partir de 20 ans, j'ai commencé la compétition, donc à peu près 5 ans après en fait. Ouais. Justement, toi, parce que maintenant tu es quand même justement, tu as un palmarès de compétition qui est exceptionnel, tu es un bodybuilder qui est en France qui est quand même accompli. Comment t'en es venu à t'orienter? Parce que bien entendu autour de Ziz, de Greg Plitt, on peut pas dire qu'on est dans le bodybuilding comme nous on le voit actuellement. Non. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait arriver vers ce bodybuilding avec cette relation sur des physiques comme Frank Zane, comme toute cette passion du old school que tu as créé autour de ça? Qu'est-ce qui t'a donné le pas? Est-ce que c'est de voir des photos un peu petit à petit, de parler avec des athlètes? Qu'est-ce qui t'a fait venir dans tout ça? C'est vrai que quand je me suis lancé déjà dans la musculation, j'avais pas vraiment un objectif précis parce que je me disais j'y vais puis je verrai ce que ça donne. En fait, j'ai pas eu un game plan me dire il faut que j'atteigne ça comme physique. Alors au début c'était vraiment le physique un peu à la Greg Plitt que je voulais atteindre, ou bien au début je m'en souviens le premier objectif physique c'était dramatique, mais c'était dans Twilight, le mec qui s'appelait Jacob là. Ah oui, il était stock. Je sais pas, ça fait des années que j'ai pas vu. Je le voyais. Tyler Lunter. Je le voyais bien stock. En gros, lui, il avait un physique assez esthétique et vachement, bien développé tout ça. Et puis en fait, petit à petit, quelques années plus tard, je revois son physique et puis je vois mon physique et je me dis merde. Putain, mais en fait, maintenant, faut passer à quelque chose d'autre, quoi. En fait, finalement. C'était dans Never Back Down. Je sais pas si tu avais vu ce film-là. Ça me dit quelque chose. Il y a un gars qui avait montré la photo, qui avait une condition, et puis quand je l'ai revu au bout de quelques années, je dis merde. Mais en fait, là, on a mis une décharge au-dessus. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est qu'à force, on se rend compte que le fait de pas, à la fois d'avoir un objectif, mais de pas se concentrer dessus, fait qu'en fait, on évolue et on se rend même plus compte que l'objectif, on l'a atteint, voire peut-être dépassé à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas courir forcément après l'objectif en fait, c'est vivre avec l'objectif, toujours avoir dans un coin de sa tête pour se donner des axes, mais pas vivre pour le résultat ou pour l'objectif. Non, c'est l'amour du procédé. Voilà, du process, exactement, c'est exactement ça. Et puis en fait, le fait que je sois arrivé à la compétition ou bien à ces physiques un peu plus old school aussi, c'est déjà ma passion aussi depuis mon enfance pour la mythologie grecque, pour vraiment... En fait, je pense que déjà j'étais prédisposé dans ma tête à me dire, voilà, moi, mon idéal physique, ça serait ça. Ça a toujours été pour la proportion. Ça a jamais été un physique bulky ou massif, mais dans le sens où pas équilibré, en fait. Et c'est vrai que ma mère aussi c'est marrant parce que ma mère, elle avait toujours cet idéal dans la tête où elle m'a dit il faut que tu aies toujours un peu, voilà, parce que ma mère faisait de l'haltérophilie avant, elle était très sportive, elle était très sportive aussi, et elle avait vraiment un physique assez athlétique, un peu comme les filles de fitness des années 70-80, surtout 80, et en gros elle me disait voilà, il faut toujours avoir un physique proportionné, tout ça. Et puis je pense le fait d'avoir toujours entendu, c'est vrai que même moi je me suis dit mais c'est vrai que c'est ce que je veux, parce que quand je voyais même certains bouquins ou même illustrations ou même bandes dessinées ou autres en fait sur la mythologie grecque, sur les proportions, en fait voilà, et puis même quand je regardais même aussi beaucoup les Dragon Ball, je voyais ces gars là hyper proportionnés, tu sais, qui sortaient de nulle part avec des dessins vraiment très bien dessinés, très bien affûtés et tout, et je me dis moi c'est ça que je veux en fait. D'accord. C'est ça, c'est ce dont c'est là où je veux tendre vraiment. Si aujourd'hui pour les gens qui regardent la vidéo tu devrais donner un idéal physique outre le tien, parce que j'ai entendu, non mais on peut le voir sur les photos que tu as créé un certain idéal clairement. Qu'est-ce qui toi te fait rêver comme physique sur ces dernières années, ou même maintenant, quelle est la perfection physique pour toi? Pour moi c'est un physique athlétique, c'est-à-dire que pour moi à des proportions gardées, peut-être un peu revues à la baisse, mais des personnes comme Bum Paris ou bien
des personnes vraiment qui ressemblent, qui ont au-delà d'un physique, un charisme, ou bien voilà, quelque chose qui fait que on se dit mais lui on pourrait très bien l'imprimer sur un vase et puis le mettre en statue grecque, ça passerait sans problème. C'est clair que voilà, moi c'est vraiment ça, c'est la proportion, c'est les dieux olympiens, c'est le voilà, c'est tout ça, c'est les physiques en fait qui sont, oui, culturisme, culture physique, mais qui sont athlétiques en fait finalement, qui sont et un physique athlétique généralement il est relativement bien proportionné. Je dis pas un physique fonctionnel. Disons que voilà, nous avec le physique qu'on a, ou bien la décision qu'on a pris aussi dans ce milieu de rester naturel, on peut pas de toute façon développer un muscle et faire 100 kilos pour 1m75 sec, c'est sûr et certain. Oui. Mais du coup, ça nous permet aussi de garder voilà, un physique qui soit fonctionnel, parce qu'on nous demande de courir, on va savoir le faire. On nous demande de faire un autre sport, ou bien de faire une rando, on saura le faire, on ne sera pas en train de mourir par terre. Voilà, même si on n'a pas l'habitude, même si on n'est pas entraîné pour, voilà, on reste, en fait, voilà. Après, moi, c'est pas l'aspect fonctionnel que je veux dire, mais c'est surtout l'aspect athlétique, c'est un visuel athlétique. Un mec qui est relativement affûté, avec un pourcentage de body fat pas trop élevé, qui fait pas pâteau, et voilà, un physique, voilà, qui, on sent il a de l'agilité, et puis qu'il est assez rapide aussi, même au niveau du posing dans ses transitions, on sent qu'il n'est pas esclave de son corps, de sa corpulence en fait. Ouais, que ça devient pas une contrainte au quotidien. Voilà, clairement. Et après, il y a cette dimension de charisme aussi, où on retrouve chez Frank Zane aussi énormément, où lui vraiment ça a été un précurseur par rapport à ça, parce qu'en fait moi j'ai toujours adoré ces physiques qui sont sur la balance vraiment relativement faibles par rapport à la moyenne des autres compétiteurs sur scène, mais qui dégage un truc de dingue, comme Francis Benfato aussi en France. Moi, c'est ça qui m'a toujours fait rêver. Je me dis, mais en fait, à un moment donné, même quand j'ai commencé la compétition, en fait, je me suis dit, mais jusqu'où je vais pouvoir aller pour rivaliser en fait avec mon poids de corps qui est assez chétif par rapport aux autres. Jusqu'où je vais rivaliser en fait, jusqu'où je vais rivaliser avec ma génétique, avec cet idéal physique que je veux. Est-ce que vraiment finalement ça va plaire aussi au jugement? Est-ce que je vais savoir mettre en valeur suffisamment par rapport aux autres qui eux vont avoir peut-être des fois ce qui est arrivé en junior aussi, parce que j'étais en junior au départ en moins de 23 ans, c'était juste une catégorie d'âge, hein. Il n'y avait pas une catégorie de poids. Donc en fait, les gars, ils pouvaient faire 15 kilos de plus que moi, sec, sur scène. Donc, et finalement, en fait, je pense que c'est le fait que j'ai toujours misé sur cette proportion, où de toute façon, dans un jugement, on va prendre un physique écorché, un physique un peu plus gros, mais hyper massif, hyper bulky, et il va toujours avoir une petite place quand même dans le top 6 pour quelqu'un qui est proportionné. Ouais. Parce que c'est un physique beau, parce que les gens apprécient quand même un physique proportionné, et puis un physique avec une belle découpe en fait, un bon relief, voilà, et puis surtout une mise en valeur scénique, parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, ok, moi c'est par passion aussi que je l'ai fait, de mettre en avant la prestance scénique, mais c'est surtout parce qu'en fait c'est une plus-value phénoménale quand tu es naturel, et puis quand surtout tu fais ton poids pour ta taille sur scène quasiment, tu dois jouer sur d'autres facteurs, et finalement le facteur muscle, il y a une certaine limite aussi, c'est-à-dire de progression. Il y a une progression qui est beaucoup moins importante que quand j'avais entre 17 et 19 ans. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est à ce moment-là où le facteur posing ou mise en avant scénique, il fait la différence. Il fait la différence. Gagner, et surtout, en fait, t'as pas besoin de te doper pour ça. Non, bien sûr. Donc du coup, en fait, c'est ça, ton évolution ensuite après elle se fait surtout sur la façon dont tu vas te présenter sur scène, et sur le charisme, et sur la mise en avant de ton physique, et puis l'aisance en fait, et ça clairement quand t'es juge ou bien quand t'es spectateur, ça fait une grande différence. Ça fait clairement une grande différence entre un physique qui va être super, où on se dit putain c'est dommage parce qu'il a un super physique, il sait pas le présenter, mais il sait pas le présenter, et c'est quand même la base du truc, c'est-à-dire tu fais du foot, t'as une condition physique extraordinaire, tu peux tenir 2 fois 90 minutes, t'as 3 poumons, mais tu sais pas dribbler, tu sais pas jouer correctement, tu sais pas faire des passes, tu sais pas faire du foot finalement. T'es juste un athlète. Ah, c'est sympa comme analogie. T'es juste un athlète, mais t'as pas
le génie de ce sport, qui Ouais. est la base, qui est l'essence en fait. C'est-à-dire que sinon, autrement, on peut être un athlète et puis soulever des barres sur scène. On pourrait Oui, faire ça, hein. carrément. Mais sauf que ça s'appelle pas du culturisme. Du Oui, coup. bien sûr, hein, En fait, c'est Zayn c'est- qui en avait parlé en disant que c'est la seule activité où lors de la compétition on fait quelque chose de complètement différent de ce qu'on fait à l'entraînement. Enfin, oui et non, parce qu'on s'entraîne aussi au posing normalement. Ouais. Entraînez vos poses. Mais en tout cas, l'entraînement de musculation même pour la croissance musculaire, c'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ce qu'on fait sur une scène. Donc je rebondis sur tout ce que tu as dit, c'est vraiment passionnant. Surtout, c'est le mot charisme qui m'a interpellé parce que je trouve actuellement que c'est quelque chose qui manque énormément dans le bodybuilding actuel, parce que je pense on n'y trouve plus réellement d'intérêt. Toi, tu es quelqu'un, enfin, t'as beaucoup de charisme sur scène, je trouve, hein, comment moi je vois la chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de travailler ou parce que justement tu t'es imprégné d'athlètes qui ont énormément de charisme, tu as parlé de Bob Paris, qui est pour moi quelqu'un de très important, ou d'athlètes très très présents sur scène. Je sais que tu as été beaucoup inspiré par Olivier Rippert aussi, qui a un charisme sur scène assez phénoménal dans son posing, une qualité de posing exceptionnelle. Voilà, dis-moi comment. Est-ce que c'est que tu t'es déjà posé la question comment je vais avoir plus de charisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement par des décisions que tu as prises pour ce que tu souhaites afficher? Alors déjà, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect technique et puis un aspect sur le ressenti aussi par rapport en fait, par rapport au posing, par rapport à la prestance, par rapport au charisme, tout ça. Et moi, je pense qu'en fait, c'est surtout en évoluant, en grandissant, tout simplement dans la vie, où je pense que c'est surtout par rapport à un certain vécu. C'est par rapport à du passé, pas forcément joyeux. C'est par rapport à plein de choses comme ça qui en fait te forgent et finalement, si tu le sais bien le modeler pour en faire quelque chose de brillant, et ben c'est à ce moment-là où tu peux engager plus de charisme et puis l'assumer aussi finalement. Parce que c'est D'accord, ça aussi. ouais, bien sûr. Parce que c'est sûr, Diane, ouais, c'est un beau jeune homme, etc. On dit Ouais, bien toujours sûr. ça, on dit toujours ça, même voilà, les gens de ta famille ou bien les connaissances ou autres, ils disent ah, ce beau petit jeune homme, etc. Mais c'est toujours ça, mais sauf que toi tu te dis ouais, bon, d'accord, enfin, moi je me rends pas compte. Finalement, on se rend jamais forcément compte. Ouais, bien Et sûr. en fait, c'est pas forcément en prenant conscience que tu es un beau jeune homme que tu vas pouvoir savoir le montrer sur scène. En fait, c'est une certaine assurance déjà, donc c'est prendre confiance en soi par rapport à ça. Et surtout, l'avantage, enfin le meilleur moyen de prendre confiance en soi sur scène pour vraiment montrer ce charisme-là et dévoiler en fait 100% de ta personnalité, c'est via l'entraînement, via en s'entraîner, se regarder dans un miroir, savoir comment tu présentes. Il y a tout ça en fait qui se met en avant. C'est sûr. Et puis surtout, plus tu as de fluidité dans tes poses, plus tu sais ce que tu vas faire. Toujours en gardant un peu une espèce d'improvisation qui fait que c'est souvent voilà, ce qu'on donne. On sait très bien que les photos qui sont prises sans forcément qu'on pose, c'est les meilleures photos. Oui, Et finalement, parce c'est qu'en un plus peu. on n'a pas le ventre. Voilà, c'est un peu cette logique-là. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ce soit maîtrisé sans l'être forcément. Et c'est surtout que, par contre, c'est la régularité. C'est comme un entraînement finalement. C'est comme s'entraîner régulièrement. Et poser régulièrement permet de se libérer et de se dire bon, ok, voilà, sur scène, je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment je vais me présenter. Et puis de toute façon, le charisme viendra aussi avec ça parce que du coup, il y aura une certaine aisance. Il n'y aura pas d'hésitation ou de stress ou de tremblement, chose qui fait perdre un peu le charisme, parce que finalement, le charisme, c'est quoi? C'est montrer que tu as confiance en toi. Tout à fait. C'est montrer il y a une certaine assurance que ce gars-là, en fait, il est inébranlable. Tu peux pas le déconcentrer. C'est un électron libre, en fait. Et c'est ça que moi, je vois, voilà. Pour moi, il y a des bodies de l'époque comme Bob Paris qui a un charisme phénoménal. C'est assez hallucinant parce que finalement, il a même pas besoin de poser. Quand ils sont en arrière-scène et qu'ils sont sur la pose normale corrigée où ils contractent à peine, c'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le Ah mieux. oui, non, non. Oui, C'est parce clairement que là où il est le mieux. La en fait. différence se fait dès le début en fait. Ouais, C'est qu'il y a le clairement. jugement, tu dis ah oui d'accord, lui en fait on le voit beaucoup plus que les C'est autres. ça. Et c'est ce qu'on dit encore à l'heure actuelle, ou en tout cas certains juges que je connais, ou bien certaines personnes qui connaissent bien ce milieu depuis un moment. On préférera encore toujours, en tout cas dans nos catégories respectives, qui sont des catégories classiques, on va dire, relativement classiques, et pas dans les moins de 100 kilos ou plus de 100 kilos, un physique beau passera toujours devant un physique gros. Parce qu'un physique beau, alors
quand je dis ça, c'est à demi-mesure, mais c'est-à-dire qu'un physique beau, bien proportionné, qui se présente bien, qui a aussi du charisme, qui se met bien en valeur, en tout cas gagnera beaucoup plus de points qu'un physique gros, mais qui est complètement difforme, où le niveau de sèche n'est pas forcément là, parce qu'il s'est surtout dit, ouais, faut pas que je descende en dessous de ce poids-là sur la balance, pour rester gros. Et finalement, en tout cas, dans nos catégories respectives, ça va pas forcément être le plus gros qui va gagner, ça c'est clair. Par contre, dans les catégories un peu plus grosses, comme les plus de 100 kg ou autres, là, il y a une notion de masse musculaire qui est indéniable et qui est obligatoire, en fait, finalement. Et c'est à ce moment-là que la différence se fait. Mais je sais qu'il y a vraiment, il y a certaines personnes et pas mal de juges encore qui préfèrent un physique beau, c'est-à-dire bien proportionné, athlétique, en fait, qu'un physique difforme mais gros où oui, effectivement, il a des épaules de foie comme les tiennes, mais par contre, les bras ne suivent pas, la cage ne suit pas, enfin, etc. Il y a tout ça qui c'est se sûr. rend compte. Et puis après, toi, pour ton physique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si tu as un poids sur scène qui est quand même relativement light, en effet, par rapport aux autres, visuellement, ça se voit vraiment pas. Tu peux même paraître beaucoup plus massif parce que tu as un travail justement de poterie au niveau des éléments qui ont pris de l'évasement sur tes muscles, entre tes cuisses, on va voir sur les photos, qui donne un aspect vraiment beaucoup plus volumineux et c'est assez hallucinant parce que justement quand on connaît Yann en vrai et autres, bon de toute façon on le voit là, qu'il a une condition physique magnifique, mais si vous voulez, quand on le voit avec une lumière de scène, avec un tan, avec la condition de sèche et autres, c'est hallucinant la transformation qui se crée avec ça, par le positionnement que tu obtiens, par le tour de taille avec l'évasement, et c'est ce qui fait, parce que voilà, là tu en as parlé à plusieurs reprises, mais t'as décidé de continuer sur une démarche naturelle sans aide chimique, sans utilisation de produits dopants, c'est tout à ton honneur et je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour toi aussi à mettre en avant et autres parce que t'as atteint une croissance musculaire, un développement physique global qui est d'une qualité, d'une exception, que c'est vrai que moi le premier, tu te dis waouh, mais comment c'est possible et en fait, c'est ce qui est intéressant, et c'était d'ailleurs, c'est ce Yann-là qui est à l'origine de la vidéo que j'ai faite sur la barrière limitante, je vous mettrai le lien dans la description ou directement sur l'écran, où ça m'a permis de m'ouvrir aussi en me disant waouh, mais en fait, si on est capable de faire de l'évasement sur une certaine partie du corps d'une manière stratégique et intelligente, on peut optimiser une croissance et rendre visuellement complètement différent un autre homme. Et pour le coup, ça a marché pour moi également, même si je ne suis pas du tout à ta condition pour le moment. Mais par contre, en effet, par mon petit poids, parce que moi je suis vraiment light sur scène, je fais souvent 70 ou moins, dès que j'ai la condition de sèche qu'il faut et autres, et mon ratio avec mes épaules et ma taille, visuellement ça peut rendre un effet où même je suis le premier à être bluffé, et ça c'est clairement grâce à toi, donc déjà j'en profite devant tout le monde pour te dire merci. Non, parce que vraiment ça fait du bien d'avoir des gens qui véhiculent ça, et en fait c'est vraiment ce qu'on veut aussi vous transmettre à travers cette vidéo, c'est de se dire que la stratégie d'avoir une intelligence globale sur la croissance de son physique et voilà, après bien entendu peut-être ça ce sera éventuellement dans d'autres podcasts ou à d'autres moments, travailler sur vraiment des exercices spécifiques, une notion globale, le charisme comme a pu parler Yann, c'est-à-dire le fait de travailler son posing aussi. Vous savez que nous c'est des choses qu'on fait énormément, à chaque fois qu'on se voit on se tape des délires, on se met des musiques, on pose, les mecs sont un peu perchés mais c'est la passion, et ça fait que quand on est sur une scène on répète juste, on revient juste à faire quelque chose que l'on fait entre nous par passion pendant des heures de base, même chacun de notre côté, et c'est là où toute la différence se fait. Alors que des gens vont être en train de chercher un peu partout, de pas être à l'aise, toi tu vas pouvoir être impulsif, faire de l'impact, être rapide, être précis, et plus ta condition, plus tout, ça fait une apogée qui te permet d'évictionner, de passer devant de nombreuses personnes qui utilisent très très probablement des aides chimiques. C'est pas là pour faire une critique des pratiquants qui peuvent passer par le dopage ou autre, c'est juste que Yann c'est la preuve vivante qui peut être difficile à croire, mais il faut se poser la question, écouter, suivre. Non, mais parce que c'est vrai, les gens ils vont nous cracher dessus en nous disant, mais c'est important de pouvoir le mettre en avant et de se rendre compte qu'il y a un potentiel, et au final Yann, même si c'est pas forcément le plus gros, t'as pu également passer devant des gens beaucoup plus volumineux par ton aisance et parce que ton équilibre est nickel et de plus en plus abouti d'année en année, malgré le fait que tu sois encore quand même jeune. Donc là tu as fait tes débuts en plus en catégorie hors junior, donc dans des catégories d'adultes, et ça a été des très bons débuts. T'as encore fait des super places en étant sur les podiums et autres, et t'as fait la différence. Donc tu vois, malgré ton jeune âge,
t'as atteint un accomplissement et t'as encore, je pense, t'as encore à creuser, t'as encore à faire là-dessus. D'ailleurs, par rapport à ça, quelle est ton idée, là, t'as participé du coup à Mister Univers, donc je pense que là, déjà, c'était une apogée, je suis jaloux de fou. Mais du coup, quelles sont les C'est un prochaines rêve. étapes? Est-ce que tu te vois reparticiper peut-être à Univers pour essayer d'être plus compétitif? Quelle est ton idée par rapport à la compétition actuellement pour quelqu'un qui a à ton si jeune âge déjà fait un tour global de la compétition avec des podiums qui est franchement bluffant, quoi. Mais du coup, on peut se dire, mince, maintenant, je vais où, quoi? Bah, c'est comme tu as expliqué, c'est que petit à petit, j'ai fait un peu le tour global de la Ah chose. bah ouais, ouais. Et que, mais après, c'est que, voilà, Univers, je l'ai fait, c'était un rêve vraiment, voilà, où je me disais, mais quand je voyais des vidéos, où je disais, mais là, ils sont un Monsieur Univers, quoi. Ou même quand je voyais sur Instagram ou autre, les vidéos un peu vintage, où tu voyais les Monsieur Univers de l'époque et tout, et je me disais, mais putain, je vais être sur cette scène-là, enfin, c'est génial, Ah ouais, quoi. C'est génial, même en tant qu'amateur, finalement, parce que je suis dans la partie amateur, en fait, de la chose, mais comme quand on voit dans Pumping Iron, ouais, les ouais, bien amateurs. sûr, bien sûr. Et finalement, ça a autant de charme que les professionnels, tu vois. C'est un peu même cet aspect un peu moins massif, un peu plus Ouais, décousu qui donne aussi un certain charme en fait par ouais, rapport tout à à ça. fait. Et c'est cette compétition en fait qui est la première, enfin qui est la fondatrice un peu de Ouais, voilà, surtout même bah, bien avant Olympia. de la NABA, quoi, bien sûr. Ouais, de la NABA et après voilà, je l'ai fait, je vois que voilà, j'étais dans un milieu de classement dans ma catégorie sur 25. Mais après, voilà, il y a une certaine norme ou un certain jugement à l'heure actuelle qui sera quand même moins misé sur la ligne. Les Anglais sont très très bulky et ils aiment beaucoup la masse musculaire aussi. Ça, c'est dû à certaines ethnies, à certains pays, tout ça, une Ouais, il y a culture toutes ces différente notions-là qui sont de intéressantes culture aussi. physique. Ça, c'est clair que bah, c'est dur de coller à toutes les cultures. Euh, et après ça, enfin, je verrai. Peut-être qu'un jour je voudrais le refaire pour me dire, bah voilà, je vais essayer d'aller chercher plus loin, en tout cas de me rapprocher de plus en plus du podium. Ça serait génial. Mais après ça, en fait, je prends du temps par rapport à ça parce que finalement, sur ma première année, en fait, ben, quand j'arrive en senior avec les grands, avec des gens qui ont 40 ans à côté de moi, ben, c'est là où je me dis, ben, pour une première année, avoir fait un milieu de classement sur 25 à Monsieur Univers Naba en amateur, c'est déjà pas mal. Et je sais que voilà, mon physique il va continuer à s'aboutir petit à petit, mais finalement, mon objectif physique, il est indépendant de ma volonté maintenant. C'est simplement que je vais grandir, comme tout le monde grandit, et physiquement, je grandirai aussi. Ah, mûrir, on pourrait dire En fait, plutôt. oui, c'est mûrir, grandir, c'est augmenter encore une certaine maturité musculaire qui va arriver de toute façon avec le temps. Mais en fait, à l'heure actuelle, pour moi, c'est ce que je dis aussi aux gens, c'est que pour moi, je pense que par rapport à tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai mis en place et tout ce qui a tourné autour de ma vie à l'heure actuelle pendant beaucoup d'années maintenant, ben, je sais que je peux pas avoir un meilleur enfin, je peux pas aller au-delà par rapport à mon âge à l'heure actuelle, à aller au-delà d'un potentiel génétique ou d'un potentiel physique. C'est-à-dire que maintenant, mon physique va évoluer avec le temps. Et c'est-à-dire qu'en fait, bah, la seule chose qui va la faire évoluer, hein, qui va le faire évoluer comme ça sera simplement la fréquence de mes entraînements, la L'assiduité. régularité, l'assiduité, et puis continuer en fait à rester passionné, parce que finalement, bah, c'est surtout ça qui pourrait se perdre à un moment donné. Ouais, Tu te dis, tu as ça, fait le c'est un tour, sujet intéressant. t'as fait le tour, voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que vraiment, voilà. Moi, j'ai commencé la compétition aussi pour me challenger. C'est qu'au bout de 5 ans de muscu, pour moi, j'avais fait le tour dans des salles de muscu. Je pensais que j'avais fait le tour. Euh, voilà, et je me disais, maintenant, j'ai envie vraiment que, ben, voilà, me dire, D'avoir ben, de nouveaux ok, je vais objectifs. pas forcément me comparer par rapport aux autres, mais me dire, voilà, ben, l'objectif quand même de faire de la muscu ou quand on fait de la culture physique, ben, c'est à un moment donné d'avoir une date butoir. D'avoir, voilà, de se dire, bon, ben, maintenant. Voilà, je me fixe cette date-là, j'ai tant de temps pour me préparer, je continue ce que je fais et puis je mets en place les choses pour arriver ben, du mieux possible physiquement à cette date-là. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ce process en fait, c'est le process de la préparation, c'est cette immersion un peu sur soi-même. Oui, Quand on oui, est en autour de préparation, soi. il y a tout ça en fait qui est fabuleux Ouais. en fait. Pour moi, c'est surtout ça finalement. Le résultat final, c'est rien
finalement, même en termes de temps, c'est rien comparé à tout ce que tu as dû mettre en place avant. Ouais, et la force Et mentale que ça développe. voilà, aussi autour de c'est ça, la force mentale, le dynamisme aussi que ça crée, parce que bon, c'est pas pareil pour tout le monde, hein, mais moi, clairement, ça me crée un certain dynamisme, un cercle vertueux où je me dis que de toute façon, voilà, il faut que je me batte pour ça. Et que s'il y a même des choses, des fois, qui vont moins bien dans la vie ou autre, je sais que j'ai ça en fait. C'est presque un. Voilà, je me raccroche en fait à. Ouais, je me raccroche à ça en fait, à fond, parce que je me dis, voilà, j'y porte énormément d'importance. Et surtout pour en fait présenter mon travail. Finalement, c'est une présentation un peu du travail, quoi. T'arrives, tu vas passer ton bac, voilà, tu vas passer ton bac de. Tu vois, c'est un peu ça. Et c'est vraiment une présentation de montrer quelque chose. Et maintenant, petit à petit, avec le temps, je suis plus dans une optique de dire, j'ai envie de montrer juste par les actes qu'on peut avoir une autre vision de la culture physique qui est en train, je trouve globalement, enfin qui s'est dégradée depuis les années 2000, 2005. Tout ça, ça s'est relativement dégradé pour moi après par rapport à ce que je vois voilà, j'ai le même avis. C'est une question d'avis aussi, hein. Après voilà, c'est chacun son avis, mais pour moi ça s'est clairement dégradé. C'est-à-dire que maintenant on n'a plus les physiques en V, quoi. C'est plus des physiques en V, c'est des tours de taille qui explosent. C'est l'extrême bodybuilding finalement. Ça s'appelle toujours du bodybuilding de toute façon, mais à un moment donné, en fait, les gens veulent toujours en voir plus. Mais pourquoi ils voudraient pas avoir plus de personnes qui savent bien poser, plus de beaux physiques, moi, je suis persuadé que plus de volume en fait, de volume sur le stage, quoi. Non, mais bien sûr. C'est juste ça en fait qui est dommage. Après, je pense parce que finalement, on a atteint une apogée en fait, voilà, vers les années 70, 80, 90, voilà. Et à ce moment-là, après ça a fait ça, et après c'est redescendu, parce qu'en fait, déjà vers les années 90, on avait beaucoup de gars qui étaient déjà à une apogée physique. Ah oui, on pouvait difficilement. Où là, on pourrait clairement dire que c'était des dieux grecs, les bonhommes. On peut même pire que ça, voilà, même là, ils avaient c'était loin au-dessus des dieux grecs. Oui, c'était même au-delà, mais je veux dire, sinon, autrement, voilà, ils gardaient quand même un tour de taille fin. Il gardait les proportions phénoménales. Oui, l'aboutissement du physique. Voilà, vraiment, où là on se dit ensuite qu'est-ce qui va se passer. Ouais, c'est clair. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà. Donc après, je sais pas vraiment les tendances actuelles. Est-ce que vraiment il y a des choses qui vont revenir? Est-ce que tout ça va revenir ou pas? Après, finalement, c'est là où aussi il faut savoir pas être non plus, avoir les deux pieds dans le plat, c'est-à-dire les deux pieds dans le milieu, et puis être complètement esclave de ce milieu-là, et savoir aussi prendre du recul, et puis se dire, peu importe ce qui se passe dans ce milieu, moi je veux être comme ça, je veux présenter un physique par rapport à ça, je veux pas forcément coller à des critères. Je sais que de toute façon, si mon physique il est affûté, qu'il est proportionné, je collerai à des critères de catégorie. Mais c'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je vais aller dans cette catégorie-là, parce que c'est là où je suis mieux au niveau des critères. Non, j'ai bossé mon physique personnellement, pour moi, par plaisir. Oui, avec tes valeurs aussi, de la pour mes valeurs physique. À moi. Et ensuite, je sais qu'après, ensuite, je vois un petit peu, c'est comme dans un menu, quoi. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, ce qui se présente, les catégories, ce qu'ils demandent, et je me dis, ok, je suppose que je dois coller là-dedans, je me mets là-dedans, et puis on verra bien. Mais c'est pas forcément, j'ai pas un amour pour le classique physique, pour la catégorie classique physique. C'est juste que je sais que j'ai le physique qui correspond à cette catégorie-là, mais que j'ai travaillé. Je ne travaille pas en salle pour me dire je corresponds à cette catégorie-là. Donc finalement, c'est dur, parce que finalement, à un moment donné, après, c'est sûr qu'on me dirait t'es pas compétitif ou t'es hors catégorie, je pourrais le comprendre, parce que finalement, je me concentre pas sur une catégorie. Je me dis pas je travaille pour cette catégorie. C'est la différence, en gros, de dire la compétition, ça veut dire simplement pour moi que c'est pas une finalité. Oui. Et du coup, ça veut dire que en fait, voilà. C'est un aboutissement à ton travail personnel. Exactement. Ouais. En fait, c'est ce qui me permet de me surpasser, c'est ce qui me permet de progresser, c'est ce qui m'a permis clairement d'avoir mon physique à l'heure actuelle. Ça, j'en suis persuadé. Ouais, donc t'es persuadé que la compétition, c'est oui, vraiment un élément déclencheur. Moi, j'en suis persuadé, parce que depuis que je me suis lancé et autres, la progression a été faramineuse. C'est ça, c'est clair et net. Parce qu'en fait, tu vas inconsciemment vouloir mettre, c'est un peu une loi de l'attraction. Tu vas vouloir mettre en place les choses pour pouvoir y arriver. Et puis en fait, tu as un décuplement. Je pense qu'en fait, c'est un peu... on en discutait aussi un peu, mais finalement, on utilise peu de pourcents finalement de notre capacité, de notre vraie capacité. Oui. Et je pense que quand on est en préparation, on décuple ces pourcentages-là, et on s'amène en fait à être relativement en fait des personnes encore plus assidues
encore plus concentré et qu'en fait chaque entraînement compte. Il y a tout ça en fait qui se met en place encore plus quand on a vraiment une deadline. Et c'est clair qu'il y a même aussi certaines études qui ont prouvé qu'en fait en période de préparation, tu étais même en meilleure santé que hors préparation. Ouais, j'en doute pas parce qu'en fait on manque le manque de ressources que l'on s'impose, même si Oui. il n'est pas censé être dramatique, et attention, nous on fait pas des choses, enfin même si on est passé par des phases un peu plus drastiques, en tout cas Oui. on est dans une approche quand même relativement saine Oui, oui. par rapport à ce que l'on peut voir, mais ce manque de ressources qui est quand même effectif avec un déficit calorique et autres, ça nous pousse à être beaucoup plus assidus sur tout en fait, et du coup on fait en sorte, on a quand même majoritairement un meilleur sommeil, notre alimentation, on sait ce qu'on veut, donc on est vraiment cadré, et du coup, et moi je le sens des fois sur, enfin alors je dirais pas en toute fin de sèche, mais sur toute la première phase, j'ai une progression physique, et même des fois au niveau de mes charges, bon je fais gaffe à mes tendons, alors je vais pas trop, mais je sens que je suis en pleine phase de progression à ce Ouais. moment-là, c'est hallucinant quoi. Tu as une certaine concentration Ouais. un peu inébranlable qui fait que c'est comme si tu arrivais à être un peu un surhomme en fait pendant l'espace de quelques mois en fait de préparation. Et puis en plus c'est assez marrant parce que l'intensité, tout ça, cette appréhension, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Plus la date butoir arrive, Oui, plus ça oui, ça augmente, plus tu te c'est une dis, boule de neige. putain, il faut pas que je déconne là, il faut vraiment que je me défonce la gueule à l'entraînement. Enfin, il y a tout ça quoi qui rentre en compte. Et c'est ça en fait. C'est comme si tu chopais une certaine intensité que tu mettrais moins ou que tu mettrais de façon mesurée, on va dire, hors préparation. Alors en préparation, ton intensité elle augmente. Et en fait, c'est marrant parce que l'intensité, on va dire, je dirais pas le volume d'entraînement, mais surtout l'intensité ou la concentration pendant l'entraînement, elle augmente alors que finalement tu réduis tes quantités. Oui, tout C'est à assez fait. marrant. Et parce qu'au plus C'est- tu fais tu fais une stratégie beaucoup plus intéressante que en effet quand t'es pas autour de ça, parce que tu sais que tu as un total calorique qui est peut-être inférieur. Du coup, la positionnement de ton entraînement et des apports de sources d'énergie en rapport avec cet entraînement sont beaucoup plus intéressants au final, Ouais. parce que du coup tu sais à quel moment il faut placer ça, et tu arrives dans des zones où au final même les petites modifications tu le ressens vite, c'est-à-dire que si tu remanges un peu plus clairement. un jour ou deux, tu as une explosion sur En ton fait, tu es physique en qui est- totale écoute de ton corps Ouais, à ce moment-là. exactement. C'est fascinant. rien n'est laissé au hasard. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est ce que je parle un peu de l'immersion un peu sur soi-même en fait, qui est pas du tout une forme d'égoïsme, tout simplement une forme de prendre au sérieux la chose, l'événement ou la date butoir qu'on veut mettre en place. Et parce que finalement, c'est un investissement humain énorme. Une préparation, c'est un investissement humain énorme. Finalement, en fait, beaucoup disent oui, le sacrifice. Alors, on va dire que pour beaucoup, sacrifice, ça cache un peu se dire ouais, bon bah voilà, vous voyez, enfin là, je joue ma vie parce que effectivement, j'utilise pas mal de produits dopants, puis surtout, Ouais, et puis je me fous je sais dans la jamais merde trop comment ça va se financièrement, passer. et puis, Je fais les crédits pour ma voiture pour payer mon dopage. Donc il y a tout bien ça. sûr. Après, moi, c'est pas. Enfin, quand on parle de sacrifice, c'est surtout le fait que, bah voilà, il y a des moments où on doit vraiment être en immersion avec nous-mêmes et que finalement, voilà, il y a tes potes qui vont t'appeler pour aller boire une bière. Franchement, ouais, non, pas forcément plus que ça. Après, moi, voilà, j'ai un autre avis, c'est que moi, je sais que il faut que je crée une routine autour de ça et que je sais que quand je sors un peu de cette routine-là, surtout sur les derniers moments de la préparation, je le fais pas parce que Psychologiquement, parce que ça te fait perdre ton psychologiquement, en fait, identité, ça quoi. va pas forcément m'apporter de voir quelqu'un d'autre, ou de voir d'autres personnes, ou de voir des potes ou autres. Et ça va juste me sortir un peu de ma concentration. De ta bulle, ouais. Alors que finalement, c'est pas une tare de rester concentré dans cet objectif-là. Non, pas du tout. Je dis pas au départ, de temps en temps, voilà, toujours et toujours en restant dans son cadre, voilà, qu'on s'est fixé, ou peut-être au niveau alimentaire, ou bien au niveau entraînement, au niveau sommeil, tout ça. Mais surtout, voilà, moi je trouve que j'ai pas besoin, alors après ça dépend des gens, mais moi j'ai pas besoin de m'extérioriser en me disant mince, putain, mais je fais que ça de ma vie. Non, là, je suis dans ma préparation, je fais ça, c'est tout, point barre. Après, si après il y a autre chose à faire, il n'y a pas de souci, on le fait. Ouais, c'est une Il n'y a pas de question problème. gestion C'est du que temps chaque aussi. chose en son temps, mais je suis conscient, même pour niveau familial, au niveau social, que il y a à un moment donné, on va dire, on peut parler d'une forme d'égoïsme sans en être une. Parce que finalement, c'est ton truc pour toi. Quand quelqu'un bosse 7 jours sur 7, c'est une forme d'égoïsme aussi, finalement. Tu vois, c'est une forme d'égoïsme envers les autres parce qu'on ne peut pas le voir. Parce que cette Non, personne-là, bien on sûr. apprécie, on ne peut Après, pas le voir.
il y a tout ça, quoi. Bien sûr, non, c'est surtout, enfin après, c'est au dépend des autres de voir ça comme de l'égoïsme ou non, mais c'est aussi apprendre à créer un lien avec soi-même en fait, avec son soi profond, avec son ressenti. Et en effet, quand tu es dans une phase où tu es quand même relativement fatigué, etc., tu es en train de te projeter, parce qu'on utilise tous, toi le premier, je pense, la visualisation aussi. Et ça, en effet, casser ce rythme en allant profiter d'un moment où tu t'amuses et autres avec tes amis, même si au final tu prends un Coca zéro et que niveau diète tout est carré, mais psychologiquement tu peux perdre un peu cette hargne qui fait que tu es dans une période un peu sombre. Mais là c'est tout un lien un peu différent, là ça part en vrille là. Mais où justement non mais enfin tu sais bien qu'on est persuadé que c'est un petit peu ce côté un peu rude, un petit peu hargne, qui fait qu'on a une force interne qui se crée. Et Yann, comme moi, ou comme des gens comme Ablapose aussi, on est relativement persuadés que la force d'un posing, de ce que peut dégager une personne sur scène, ça vient aussi des difficultés personnelles. Pas forcément des difficultés de la préparation, mais des difficultés globales qu'on arrive à reprendre, à capter et à s'en servir comme une force en fait. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la création artistique. Souvent la création artistique provient de douleurs ou autres et qui sont exprimées par de la peinture, par peu importe. Et nous, c'est le posing en fait. Donc, et je suis totalement d'accord avec toi, parce que j'ai fait l'erreur moi sur ma dernière période de compétition de prendre ça un peu trop à la légère, parce que je savais que physiquement mon corps était capable d'aller descendre très très bas, même si c'était pas du tout dur psychologiquement. Ce qui s'est passé, hein, parce qu'en l'espace de 2-3 semaines, il a évolué énormément. Ouais, bien sûr. Mais par contre, j'avais pas autant cette hargne, parce que j'étais pas resté dans ma bulle en fait. T'es pas resté en immersion suffisamment longtemps. Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, je sais que c'était pas la meilleure des stratégies, et que j'ai besoin aussi de tout ce processus dont tu es en train de parler. Donc voilà. Bon, on a déjà là une bonne petite partie. On va voir éventuellement pour vous faire une suite au niveau du podcast. Voilà. Bon, vous avez eu des éléments un petit peu de partout, mais en tout cas, c'est super intéressant. Et puis, Yann, c'est quelqu'un de fascinant. Je vous invite vraiment à le rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Yann Maradan. Voilà. En tout cas, posez-nous des questions dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous, et puis de toute façon on fera en sorte dès qu'on aura l'occasion de se voir de retourner des petits podcasts un peu plus spécialisés. Merci encore, n'oubliez pas de rester artistique et je vous dis à très vite.